député Modem des Yvelines et vice-président de la commission des finances et Modem, donc héritier de Simone Veil. C'est cette grande famille centriste. C'est une figure marquante de notre famille politique. Alors, si elle était là, encore ministre de la Santé, que ferait-elle, Simone Veil, face à l'épidémie de Covid qui repart à la hausse? L'OMS s'inquiète. Quelles mesures faut-il prendre? Est-ce qu'il faut aller vers la vaccination obligatoire, au moins pour la 3e dose? Une épidémie qui repart effectivement en Europe avec une remontée des taux d'incidence, ce qui appelle une vigilance particulière de toutes et tous, puisque nous sommes, chacun à notre place, un maillon de la résistance au virus. Donc d'abord, gestes barrières. Les gestes barrières, évidemment. Et puis, la 3e dose qui est accessible, et notamment pour les personnes de plus de 65 ans. Mais on voit que ça a encore un petit peu de mal à prendre. Je pense qu'il n'y a pas encore toute la population éligible qui a été vaccinée. Il faut maintenant que chacun vienne renforcer son immunité pour à la fois se protéger soi-même, mais protéger les autres. Est-ce qu'il ne faut pas créer une contrainte supplémentaire? Par exemple, passer du pass sanitaire au pass vaccinal. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus produire des tests pour entrer au restaurant ou au cinéma, qu'on soit obligé d'être vacciné. Je crois qu'aujourd'hui, avec les tests qui sont devenus payants, les incitations sont bien alignées pour que chacun comprenne que la vaccination est la bonne solution. Et nous le savons aussi en regardant les statistiques médicales, des contaminations, des entrées à l'hôpital. La vaccination est la meilleure protection. Il appartient maintenant à chacun d'aller renforcer son immunité qui baisse inévitablement. C'est comme le vaccin de la grippe. Le vaccin de la grippe, c'est chaque année. Eh bien, pour la Covid, il faut faire sa 3e dose et je crois que ça appartient à chacun de le faire aujourd'hui. Le pass sanitaire est prolongé jusqu'à l'été. La droite sénatoriale voulait une clause de revoyure en février. Pourquoi la majorité lui a-t-elle refusé ce moment de débat supplémentaire? Écoutez, avec le groupe Modem à l'Assemblée nationale, nous avons proposé et acquis le principe d'un débat au 15 février qui permettra, sur la base des indicateurs épidémiques, eh bien de revoir éventuellement la position. Vous savez, le gouvernement n'est pas dans un état d'esprit qui consiste à fermer le pays à tout prix. Nous ne sommes pas aujourd'hui en état d'urgence sanitaire, mais l'épidémie peut nous surprendre comme elle l'a fait par le passé. Il fallait donc donner un certain nombre de possibilités au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent. Mais nous avons demandé et obtenu qu'un débat ait lieu au 15 février pour revoir les choses si la situation devait se détendre. Donc, de ce côté-là, les Français peuvent être rassurés. Le parlementarisme, ça existe encore. Le Parlement n'a pas tout cédé à l'exécutif. Non, la France est l'un des pays où l'exécutif est revenu le plus souvent devant le Parlement pour débattre de la pertinence des mesures qui étaient prises. Donc, je crois qu'ils peuvent être rassurés. Nous ne vivons pas dans une dictature. Le Ségur de la Santé donne l'impression de trouver ses limites. Beaucoup d'argent avait été mis pour relancer l'hôpital et on s'aperçoit que des postes sont vacants, qu'il y a de l'absentéisme. Est-ce que le chantier de l'hôpital n'est pas à remettre complètement sur l'établi? Écoutez, l'hôpital souffre d'une crise qui est lointaine et qui vient de décennies de renoncement. Avec le Ségur de la Santé, à la fois sur la question des rémunérations, mais aussi sur la question des investissements dans l'hôpital, c'est une première réponse qui est apportée. Il faudra sans doute aller plus loin, puisque cette épidémie a mis au jour un certain nombre de fragilités de notre système de santé. Et malgré le très très fort engagement des personnels de soins qu'il faut saluer tout au long de cette épidémie, depuis 2 ans sur le pont, eh bien, nous voyons bien qu'il y a des failles ici et là et qu'il faut résoudre. Ça passera par une meilleure rémunération, forcément. Ça passera par un ensemble de mesures d'organisation interne au système de santé, sans doute de rémunération pour rendre ces métiers plus attractifs, des mesures aussi qui ont déjà commencé à être prises, comme la fin du numerus clausus, mais qui porteront leurs fruits, leurs pleins effets dans quelques années. C'est un ensemble de mesures qu'il faut que nous puissions mettre en place pour rendre le système de santé plus robuste. Mais j'insiste, le Ségur de la Santé, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est un investissement tel qu'il n'en avait jamais été fait depuis des décennies et c'est une première pierre de la réponse à ces problèmes récurrents de notre système de santé. L'épidémie avait aussi bloqué l'économie. Le rebond est spectaculaire en cette fin d'année 2020. Comment, grâce au budget que vous êtes en train de voter, comment vous, les parlementaires, vous pouvez prolonger cet effet relance? Vous avez raison. Avec les mesures de soutien, nous avons préservé les entreprises et les emplois. Avec le plan de relance qui se déploie depuis l'année dernière et encore cette année et un peu l'année prochaine, nous allons permettre aux entreprises d'accélérer. J'ai pu le constater moi-même puisque j'avais une mission que m'avait confiée le Premier ministre sur le rebond économique territorial. J'ai pu constater à quel point les entreprises se saisissaient des outils du plan de relance pour accélérer
accélérer des décisions d'investissement qu'elles auraient sinon reportées. Et puis le président de la République a annoncé il y a quelques semaines un plan France 2030 qui a vocation à placer la France à l'avant-garde de l'innovation et de l'industrie. Vous placez les TPE et les PME au cœur de cette relance. Est-ce que ce n'est pas un mauvais calcul? Est-ce que ce ne sont pas les grands groupes français, mais de dimension internationale, qui devraient être privilégiés? Vous savez, les créations d'emplois, l'innovation vient bien souvent des petites entreprises. Et par ailleurs, ces petites entreprises ont à la fois un rôle de moteur économique, mais elles ont un rôle territorial, de maillage, d'animation de la vie locale. Et donc, il fallait évidemment que les bénéficiaires des mesures de soutien, du plan de relance et demain de France 2030 ne soient pas uniquement les grands groupes, mais aussi ces petites structures qui ont la capacité d'innover, de recruter, d'apporter de nouvelles solutions et de créer de l'emploi dans les territoires. Ce rebond de l'économie a fait surgir une nouvelle revendication, la hausse des salaires, d'autant que l'inflation repart un petit peu. Cette hausse des salaires, c'est une affaire de patrons, ils n'ont qu'à négocier, ou ça regarde l'État, le gouvernement, les parlementaires? Alors d'abord, il faut dire que malgré les apparences, si je puis dire, le quinquennat d'Emmanuel Macron est bien celui du pouvoir d'achat. Nous avons joué sur le revenu à la fin du mois en baissant la taxe d'habitation, en baissant l'impôt sur le revenu, en baissant les cotisations sur le travail, si bien que le revenu après impôt a augmenté 2 fois plus vite sous ce quinquennat que sous les 2 précédents. Mais vous avez raison, les prix augmentent, les prix de l'énergie et les prix de la vie en général, puisque la reprise crée une pression importante sur les chaînes de production. Il fallait pour cela protéger le pouvoir d'achat des Français. Et c'est ce que le gouvernement a fait avec le chèque énergie, avec le blocage des prix du gaz et puis avec cette indemnité inflation. Mais il y a une question qui se pose évidemment sur les salaires et qui a amené un certain nombre de branches à ouvrir des discussions sur les rémunérations et je souhaite qu'elles puissent aboutir. Puis je rappelle que s'agissant notamment de l'hôtellerie, des cafés et des restaurations, nous avons obtenu que les pourboires puissent être défiscalisés, ce qui est une mesure qui permet de revaloriser ces métiers, de permettre aux professionnels du secteur de trouver de la main-d'œuvre, ce qui est très difficile en ce moment, et tout simplement d'améliorer le pouvoir d'achat. On voit un changement de stratégie aux États-Unis. L'inflation sera courte, dit la Fed, mais il faut arrêter les aides massives, c'est-à-dire l'injection de liquidités. Est-ce qu'en Europe, on va faire la même chose? Le phénomène d'inflation qui, il est vrai, devrait être temporaire, n'est pas uniquement lié au plan de relance. Il est lié à la réorganisation des chaînes de production après un épisode inédit d'arrêt complet. Et c'est cela qui crée des frictions. J'étais la semaine dernière encore à Perpignan pour visiter une entreprise, une familiale, une confiserie qui se retrouve bien à la peine puisque tous les prix augmentent, et notamment ceux du carton. Et les prix du carton augmentent parce que partout, à commencer par Amazon, les entreprises, voyant les prix augmenter, s'approvisionnent autant qu'elles le peuvent, font des stocks de carton qui sont très importants, plus importants que ceux dont elles en ont besoin, et ça conduit à une augmentation des prix. Mais tout cela va se réguler à mesure que les chaînes de production se réadaptent. Hier, à Calais, un migrant est mort en traversant des rails. Que faire? Le gouvernement veut faire un sas d'évacuation entre les camps qui sont évacués et les hébergements pérennes. La maire de Calais s'y oppose. La situation semble bloquée. Oui, à Calais, ce qui se joue, c'est un véritable drame humain. Et il faut bien se rendre compte que la situation à Calais est diamétralement opposée à une autre situation, mais qui est tout aussi dramatique, qui est celle de l'Île-de-France. La concentration de migrants ou de demandeurs d'asile à Calais, elle vient du fait que ces personnes cherchent le passage vers l'Angleterre. C'est ce qui a, par le passé, conduit à la création de ce qu'on a appelé la jungle, c'est-à-dire un immense bidonville où se sont développés des comportements de criminalité, de prostitution, de deal. Et la solution à la question de Calais, c'est évidemment le dialogue avec la Grande-Bretagne, puisque c'est en Grande-Bretagne que ces migrants veulent aller. Et ça fait l'objet aujourd'hui de discussions entre le ministre de l'Intérieur et son homologue britannique pour que nous puissions éviter que se crée à Calais un point de fixation qui présente des problèmes pour la sécurité publique, mais pour la sécurité des migrants, comme on s'en aperçoit encore avec des drames humains terribles. Mais ce dialogue est stérile et pendant ce temps-là, les migrants sont de notre côté. Ce qu'il ne faudrait pas laisser passer. Allez-y.
Prenez la mer, allez au Royaume-Uni. Ce qu'il faudrait, c'est que, alors le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais ce qu'il faudrait pour éviter ce genre de drame qui se joue de manière moins concentrée, mais de manière permanente entre les pays d'Europe, c'est que les pays d'Europe adoptent une politique commune de l'asile, c'est-à-dire des critères d'octroi de l'asile qui soient les mêmes, de manière à ce qu'on évite que les demandeurs d'asile aillent d'un pays à l'autre pour essayer de trouver un pays qui veuille bien faire droit à leur demande. Tant que nous aurons des droits de l'asile qui sont différents d'un pays à l'autre, nous verrons se développer ce type de drame de migrants qui cherchent désespérément asile d'un pays à l'autre dans l'Union européenne. La présidence française de l'Union européenne doit régler ce problème ? Elle doit régler ce problème. En tout cas, je souhaite que ce problème soit mis tout en haut de l'agenda, parce que nous avons là quelque chose qui à la fois pose des problèmes humains qui sont inacceptables, puisque d'ailleurs tous les professionnels de santé qui s'intéressent à ces sujets le disent, cette errance des migrants d'un pays à l'autre, et pas uniquement à Calais, mais vers d'autres pays de l'Union européenne, fait apparaître des pathologies nouvelles, mais aussi vis-à-vis des opinions publiques qui ne comprennent pas comment notre politique de l'asile peut dysfonctionner à ce point et qui commencent à la remettre en question. La construction de la maison commune de la majorité, en vue de la présidentielle, mais surtout des législatives, est-ce qu'elle ne va pas mener à la disparition du MoDem ? Écoutez, d'abord, ce que nous voulons faire, c'est œuvrer collectivement à la réélection du président de la République. Ce que nous voulons aussi, c'est que ce grand courant politique qui est le courant démocrate puisse trouver, à l'issue de l'élection d'Emmanuel Macron que nous souhaitons, une organisation qui lui permette d'inscrire son action dans la durée, son action dans le temps. Et ce grand courant central qui a beaucoup œuvré, qui a beaucoup apporté au pays, aujourd'hui, on le retrouve au MoDem, on le retrouve d'une certaine manière à La République En Marche, et je crois qu'il faut que nous puissions lier nos destins pour inscrire notre projet, pour inscrire notre action dans la durée et poursuivre notre projet ensemble. Et vous ne craignez pas que tout cela soit dominé par le mouvement d'Édouard Philippe, c'est-à-dire un mouvement plus à droite, Horizon ? Édouard Philippe s'inscrit pleinement, il l'a dit à plusieurs reprises, dans la majorité présidentielle et je crois que nous avons vocation à œuvrer tous ensemble à la réélection d'Emmanuel Macron. Ce que nous voulons, nous, au MoDem, avec François Bayrou, c'est la constitution d'un grand courant central qui aura vocation, après la réélection que nous souhaitons d'Emmanuel Macron, mais au-delà, de poursuivre ce projet. On parlait de Simone Veil tout à l'heure. Il y a eu, comme ça, dans l'histoire, un certain nombre de grandes figures démocrates qui ont beaucoup apporté à notre pays et nous voulons que ça continue. Vous vous êtes battu pour le vote par correspondance. Est-ce qu'on le verra au printemps 2022 ? Je souhaite en tout cas que nous puissions remettre à jour nos procédures électorales. Il y a la question du vote à distance. Il y a la question très importante de l'inscription sur les listes électorales. Vous avez aujourd'hui 9 millions de Français qui ne résident pas dans la commune où ils votent et qui sont particulièrement abstentionnistes parce que à la dernière minute, ils s'aperçoivent qu'il est trop loin, trop tard pour aller voter. On peut d'ici avril, ces gens-là, les inscrire quasi automatiquement dans leur commune de résidence ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mission d'information qui est en train d'aboutir à l'Assemblée nationale et qui fera un certain nombre de propositions. Moi, je souhaite que sur ces questions-là, nous puissions avancer. Nous l'avons dit dans les premiers jours de l'épidémie, il faut que ces procédures électorales puissent être actualisées. Mais ça ne suffit pas, puisque les procédures, c'est bien, mais il faut aussi que un sens soit donné au vote. Et ça appelle d'autres solutions, et en particulier une meilleure représentativité des Français à travers la proportionnelle, et par exemple. Et peut-être le droit de vote à 16 ans, représentons les jeunes. Éventuellement, la prise en compte du vote blanc, la parité aussi dans toutes les élections. Tout cela, c'est une manière de convaincre les électeurs que leur vote va avoir du sens. Jean-Noël Barrot, merci, bonne journée. Merci à vous.